Bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre présence au conseil municipal du 29 novembre 2022. On l'a rajouté dans les conseils municipaux qu'on devait faire d'ici à la fin de l'année. Le prochain aura lieu le 14 décembre. On l'a rajouté parce qu'il faut qu'on valide avant la fin du mois de novembre l'approbation de la convention territoriale globale avec la caisse commune de sécurité sociale. Donc c'est pour ça qu'on fait ce conseil municipal exceptionnel. On va demander à Mme Zampino de procéder à l'appel. Laurent Sumon. Présent. Madame Brigitte Lagarde. Présent. Monsieur Jean-François Berenguel. Madame Françoise Amargé-Brajon. Monsieur Vincent Martin. Présent. Madame Elisabeth Métrenel. Monsieur François Robin. Madame Aurélie Mayol. Monsieur Alain Combe. Madame Marie Paoli. Monsieur Raoul Dalle. Présent. Madame Galia Tami. Monsieur Francisco Silvano. Présent. Madame Patricia Rousson. Monsieur Nicolas Trotouin. Monsieur Philippe Torres. Madame Catherine Thuin. Monsieur Thierry Jacques. Monsieur Christophe Lacasse. Madame Stéphanie Morin. Monsieur Aurélien Madebord. Madame Sonia Ménestas. Monsieur Nicolas Rousson. Madame Valérie Courrière. Monsieur Francis Dussal. Monsieur Bruno Portal. Présent. Monsieur Karine Abel. Présent. Monsieur Philippe Rouget. Madame Emmanuelle Soyer. Présent. Madame Fabienne Lierle. Présent. Monsieur Jérémy Danger. Présent. Et Madame Michel Jacques. Merci Mme Zampino. Je détiens les pouvoirs de M. Jean-François Berenguel pour Mme Patricia Rousson, de M. François Robin pour M. Aurélien Madebord, de Mme Sonia Nunez-Vaz pour Mme Elisabeth Métrenel, de M. Francis Dussal pour Mme Françoise Amargé-Brajon, de Mme Catherine Thuin pour M. Philippe Torres. Alors, on a quelques absents du fait que démarre actuellement à l'IUP, dans l'amphithéâtre de l'IUP, une conférence qui est co-organisée entre le Centre d'études et de recherche et la ville de Mende sur la nuit de la Saint-Barthélemy et qui est proposée par Lionel Astier et Moïse, c'est son prénom, Henri Moïse. Voilà, du coup, cette conférence, mais voilà, conseil municipal. Donc, alors, toujours, on a l'approbation des PV des 30 août et 20 octobre, les communications des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir reçue, et puis 2 points concernant une garantie d'emprunt à la SHM Lozère Habitation pour la construction de 6 pavillons sociaux en location accession au lotissement des hauts de la Bergerie, et puis l'approbation de la convention territoriale globale de services aux familles avec la caisse commune de sécurité sociale. Je vous propose de désigner secrétaire de séance. Donc, si vous êtes d'accord, on désigne Mme Régine Bourgade. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Les PV du 30 août et du 20 octobre, est-ce qu'il y a des commentaires? Madame Riel. Nous allons voter favorablement. Cette fois-ci, nous sommes satisfaits du détail des interventions de chaque élu. Par contre, les enregistrements des conseils municipaux ne sont plus accessibles et disponibles sur le site internet de la ville. Est-ce juste le format papier qui restera valide à ce jour? Et à noter, dans le compte rendu de séance du 20 octobre, il y a une coquille qui a été retranscrite. Madame Amargé-Brajon s'appelle Fabienne, voilà, au lieu de Françoise. Si on peut le modifier. Merci. Donc on modifiera ça montre que vous le lisez, c'est pas mal. Et après, on est en train de changer le site internet, donc on est dans une phase transitoire, donc normalement on devrait retrouver un fonctionnement normal du site internet dans les prochaines semaines, puisqu'on est en bout de presque la bascule dans les prochains jours, la prochaine semaine, en tous les cas avant Noël. On va basculer vers le nouveau site internet et à ce moment-là, ça reprendra une nouvelle dynamique. Voilà, est-ce qu'il y a des... Ah, ça m'étonnait quand même. Monsieur Abed. Ça vous a manqué? Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, pour une fois, on voudrait commencer par exprimer, enfin dire nos remerciements aux parlementaires de ce pays, aux députés et aux sénateurs, parce que c'est grâce aux députés et aux sénateurs, grâce à une loi,
qu'aujourd'hui, enfin, au sein du conseil municipal, on va pouvoir avoir un compte-rendu honnête et complet, comprenant bien entendu les interventions, les propositions, les analyses des élus d'opposition, chose sur laquelle les élus de Monde Avenir se sont battus depuis 2 ans et demi. À chaque conseil municipal, on intervient sur le sujet. Et aujourd'hui, grâce aux députés, grâce à la loi, tout simplement, on va enfin pouvoir avoir un aperçu des positions des uns et des autres. Alors, il y a eu incontestablement une réelle amélioration dans les procès-verbaux, il faut le dire. Il y a eu quelques oublis, mais bon, ça peut arriver. Alors, le diable est toujours dans les détails, monsieur le maire. Il y a quand même quelque chose qui nous interpelle, c'est que, à plusieurs reprises, lorsqu'il y a des votes pour, contre ou des abstentions, vous n'indiquez pas les conseillers municipaux qui se sont abstenus ou qui se sont opposés. Et c'est très étrange parce que, en ce qui vous concerne, en tout cas, ce qui concerne la majorité, en page 23 du procès verbal du 30 août, en bas de page, il y a un moment où vous indiquez que 4 conseillers municipaux n'ont pas pris part au vote. Alors là, par contre, on a droit à l'identité des conseillers, bien identifiés, ce qui est quand même étonnant. Donc, ce qu'on vous demande, à titre de régularisation, parce qu'il s'agit d'une anomalie, c'est qu'on indique, bien entendu, les conseillers qui s'abstiennent ou qui s'opposent aux textes ou aux délibérations qui nous sont présentées, parce que c'est important que les Mandois sachent exactement le positionnement et l'analyse des conseillers municipaux à Mende. Voilà, donc pour toutes ces raisons, nous avons décidé, pour ce premier procès verbal, parce qu'il s'agit bien d'un procès verbal cette fois-ci, de nous abstenir sur le vote. C'est OK. Et donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, 4. Et les autres sont favorables. Je vous remercie. Les communications prises en décision en vertu de la délégation de pouvoir reçu. J'ai pris un arrêté 126. Autorisant la signature du marché de prestation de services avec le mode de volet de Lozère pour la saison 2022-2023. Je vous rappelle qu'ils sont toujours premiers ex aequo, même si au classement ils sont 3e, mais pour l'instant ils ont le même nombre de points que Cannes et puis Patrick, l'école, c'est qui le 50. Ils sont juste devant ces Jadilla qui sont venus nous battre à la maison samedi. Un arrêté 127 pour la création d'une régie de recettes pour le musée du Gévaudan. Un arrêté 128 pour la signature d'un avenant au marché des travaux de restauration de la chapelle des Pénitents Blancs. Donc pour la phase 2, avec l'entreprise Gerval à Barjac et l'entreprise Julia à Saint-Martin-du-Bord. Donc les travaux sont finis, y compris la restauration des œuvres, y compris la pose des rétables, dans le cadre de l'opération Black Friday qui a eu lieu ce week-end. Ceux qui y sont passés ont pu s'en apercevoir. Il ne restera plus qu'à mettre un coup de peinture au global à l'édifice et ça va être fait dans le courant de l'hiver. Un arrêté 129 concernant l'avenant au marché des travaux d'aménagement du pavage de la rue de l'Épine avec AB Travaux Service à Saint-Julien-du-Bourg. Un arrêté 137 pour l'achat de fondage chimique routier, de sel pour les routes pour passer l'hiver, avec la Quadrinex Sel SAS à Carayon. Et puis un arrêté 138 pour un avenant de marché pour les travaux de réhabilitation et d'extension du cinéma de Trianon-Amande pour la SLE sur les voiries, réseaux et divers. Voilà, le cinéma, les travaux avancent bien. Il devrait inaugurer le nouveau cinéma dans le courant du mois de mars 2023. Alors on va passer au point numéro 1. Je vais laisser la parole à M. Alain Combe. Ah, alors allez-y. Alors, habituellement, vous donnez souvent les sommes qui concernent ces arrêtés. Oui. Et notamment pour le volet, il n'y a pas de somme, peut-être certaines sont 75 000. D'accord, ça vous ne l'aviez pas dit. Et vous mettez prestation de service, de quoi s'agit-il? Communication.
Donc du coup, ça sera concernant l'arrêté 127, autorisation du coup de la création d'une régie de recettes pour le musée du Gévaudan. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus concernant cette régie et qu'est-ce qu'elle va régir justement? C'est la partie boutique. Partie boutique. Et du coup, la dernière fois, lors d'un précédent conseil municipal, vous avez annoncé que le musée, les entrées seront gratuites. Est-ce que cette même régie ne veut pas gérer une billetterie, tout simplement? Ou est-ce que c'est du travail supplémentaire que de gérer de la vente, je ne sais pas moi, de boissons chaudes et autres, et de tickets? Non, mais c'est le choix politique qui a été fait de laisser l'accessibilité à tout le monde gratuit, donc aussi au musée gratuit, et dans l'intérieur du musée, il y a une boutique avec diverses prestations de vente notamment de livres particulièrement. Donc cela par contre c'est payant, c'est pour ça qu'on met en place cette régie. D'accord, parce que la fois dernière vous avez évoqué justement la gratuité par rapport au coût supplémentaire que ça allait engendrer de faire de la recette, enfin de gérer de l'argent par rapport aux ventes de tickets, que ça allait créer un coût supplémentaire. C'est ce que vous avez dit lors d'un précédent conseil municipal et c'est pour ça que vous avez évoqué la gratuité. Ah non, c'était les propos que vous avez énoncés. Heureusement qu'on a les vidéos, vous pouvez les regarder. Merci. Ça, bien sûr que les vidéos, vous les avez. Oui, monsieur le maire, en lien avec le musée du Gévaudan, vous savez qu'on s'est retrouvé le 10 novembre en comité technique à ce sujet-là. Vous nous avez présenté un point qui était important, c'est portant sur l'organisation et le fonctionnement du musée du Gévaudan. Ça sera à l'ordre du jour du 14 décembre. C'est pas inscrit à l'ordre du jour qu'on a reçu, monsieur le maire. Ça sera à l'ordre du jour du 14 décembre. Bon, parce que pour l'instant, on a reçu un ordre du jour avec un seul point, monsieur le maire. Non, le 14 décembre, monsieur le maire. Oui, je parle du 14 décembre. Oui, mais c'est obligé parce que vous avez reçu uniquement par rapport à la délégation de service public. Vous allez recevoir la semaine prochaine l'ordre du jour modifié. Complet. Je vous remercie. Donc, le point numéro 1, monsieur Combe. Garantie d'emprunt à la SHLM Lozère Habitation pour la construction de 6 pavillons sociaux en location-accession, lotissement et de la bergerie. Donc la SHLM Lozère Habitation a lancé une opération de construction de 6 pavillons sociaux en location-accession, lotissement et de la bergerie à Vendée. La SHLM Lozère Habitation, par un courrier reçu à mairie le 30 septembre 2022, sollicite l'octroi de la garantie communale sous forme de délibération selon le modèle exigé par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Languedoc. Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles 2288 et suivants du Code civil et notamment l'article 2298, expose la SHLM Lozère Habitation demande la garantie de la commune de Mende pour le financement de la construction de 6 pavillons sociaux à Mende, lotissement Léo de la Bergerie. Article 1. L'Assemblée délibérante de la commune de Mende accorde sa garantie à hauteur de 75% pour le remboursement d'un prêt souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Languedoc, dont les caractéristiques sont les suivantes. Emprunteur la SHLM pour un montant de prêt de 932 000 € sur 30 ans avec un taux d'intérêt actuel réel annuel révisable, indice de référence, taux de rémunération livret A pour un taux effectif global de 2,03 avec une périodicité trimestrielle. L'Assemblée délibérante autorise la SHLM Lozère Habitation à intervenir au contrat de prêt pour formaliser cette garantie. Article 2. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Cette garantie porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne se serait pas imputé à la date d'exigibilité du prêt. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse régionale de Crédit Agricole, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour le paiement du prêt en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce paiement. Article 3. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Et enfin, article
4. Le Conseil confirme que l'engagement contenu dans la présente délibération respecte les ratios prudentiels dits ratios de Galan imposés par la réglementation. Merci M. Combe. Moi je souligne avec vigueur qu'il s'agit de logements avec accession à la propriété. Donc de 6 pavillons sociaux. Donc c'est pas la première fois qu'on fait ce type d'opération sur la ville, hein. Donc on l'a fait avec aussi Polygone. Donc à mes yeux, c'est un élément essentiel pour que des jeunes ou moins jeunes qui veulent accéder à la propriété puissent le faire via ce dispositif de location-accession. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Oui, monsieur le maire, une observation générale. Je voudrais rappeler qu'un engagement de caution, ce n'est pas une chose anodine sur une durée de 30 ans. Alors certes, il s'agit en espèce de logement en accession à la propriété, j'allais dire en suivi social, parce que quand même c'est ouvert à des revenus qui sont au-delà des minimums sociaux, mais il n'en a pas moins que ces engagements, dans la période actuelle, présentent un risque, dans le sens où il y a un resserrement du crédit. C'est de plus en plus difficile pour des primo-accédants, mais même justement pour des accédants par ce biais-là, de pouvoir trouver des financements. Nous voterons pour parce qu'il faut favoriser le développement des logements sociaux et faciliter l'accession, mais c'est vrai que je voulais rappeler, surtout pour les garanties que l'on peut accorder à des entreprises ou autres, que c'est quand même pour la collectivité des engagements à très long terme et qui, s'accumulant, représentent sûrement une somme très importante. Et en espèce, je ne doute pas que la société HLM aura des possibilités d'embourser, mais imaginons que, par un effet du marché immobilier qui est aussi en train de se resserrer, que finalement, toutes les personnes qui sont engagées à acheter dans le cas de primo-accession ou autre n'arrivent pas à payer, la société HLM aura forcément aussi des difficultés à assurer ses engagements. Donc, pour l'instant, ça n'arrive pas, mais je pense systématiquement au risque que présente l'engagement, les professionnels peuvent en garantir que les cautions qui sont actionnées, surtout avec une renonciation au bénéfice de division et discussion, ce sont quand même des engagements sérieux, donc il ne faut pas que ça devienne une habitude systématique sans vérification préalable. En fait, je pense qu'il ne faut pas non plus faire peur par ce genre de propos, toujours, que vous tenez à chaque fois qu'on délibère sur ce genre d'opération. Bien évidemment que c'est l'engagement de la ville. Sinon, on n'aurait pas de délibération à faire. Mais en même temps, on est en face à des bailleurs sociaux qui ont la capacité ils le prouvent depuis des dizaines d'années, ont la capacité à effectivement honorer leur engagement. Et si dans le cas spécifique d'accession à la propriété, si le futur accédant ne peut pas arriver au bout de sa démarche et devenir propriétaire, bien évidemment que le bien il reste disponible pour Lozère Habitation et que Lozère Habitation va continuer à louer ce bien ou va le vendre à quelqu'un d'autre. Ils font des opérations aussi de vente immobilière. Donc chaque fois c'est votre dada de revenir sur ces sujets-là chaque fois qu'on l'accompagne, mais quand on accompagne ce type d'opération aussi, c'est un engagement pour la commune, mais on minore le coût d'investissement aussi pour la société HLM qui n'a pas besoin d'aller payer une garantie autre ailleurs. Et donc finalement c'est au bénéfice des locataires, ou en l'occurrence des accédants à la propriété. Est-ce qu'il y a un plafond cumulatif sur une année, par exemple une année civile, du nombre de cautions, enfin du chiffre de cautions qu'une collectivité peut engager? Parce que là, je crois que sur le début, sur toute cette année, pour l'instant, on en est à près de 17 millions. Oui, mais encore une fois, qu'est-ce que vous cherchez quoi là, là, c'est pas... Non, mais les uns et les autres, vous cherchez quoi? C'est à dire qu'on est en train, la dernière fois, vous avez dit qu'on était en train d'endetter la ville. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ça a été dit ici au conseil municipal qu'avec ces opérations, non, on sert de support pour justement minorer le coût d'investissement et permettre que
mais ces loyers qui ont une vocation sociale, ce que disait M. Pouget à l'instant, eh bien, sont le plus bas possible. C'est ça l'intérêt d'intervenir sur ce type de financement. Et je suis désolé, mais on continuera à le faire tant qu'il y aura des opérations portées par nos bailleurs sociaux dans la ville. Et on voit bien par rapport, alors c'est pas vous qui le disiez, mais il y a quelques années en arrière, on entendait dire qu'on construisait trop dans cette ville. Et je suis désolé, moi je constate aujourd'hui qu'il faut qu'on construise encore, puisque personne ne trouve... On a beaucoup de difficultés quand on veut acheter quelque chose, on a beaucoup de difficultés quand on cherche à se louer. On a même vu au mois de septembre, des gens qui, pour avoir un appartement, ont surenchéri le loyer, ici à Mende. Rendez-vous compte. Donc il faut qu'on continue, effectivement, à proposer du logement dans cette ville. Et donc on continuera, du moins tant que moi je serai là, à accompagner les bailleurs sociaux dans ces démarches-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, alors, des abstentions? Tout le monde est favorable. Donc sur le point numéro 2, Madame Françoise Marché pour rejoindre. Oui, donc la Convention territoriale globale qu'on appelle CTG est un document de cadrage qui permet aux partenaires signataires, donc comme partenaires on a la Caisse commune de sécurité sociale, la MSA, l'État, la communauté commune et le département, et aux élus, de faire le lien entre les politiques publiques sociales menées sur le territoire dans les domaines de compétences détaillés ci-après. Elle est un moyen de donner de la lisibilité aux actions mises en œuvre localement et de gagner ainsi en efficacité, cohérence, coordination au bénéfice des familles et des publics éligibles aux dispositifs et services soutenus par les signataires. Le suivi de la mise en œuvre des actions prévues par le CTG est assuré par un comité de pilotage qui réunit l'ensemble des acteurs engagés. Son organisation et son fonctionnement sont détaillés en annexe de convention. Cette convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l'égard des familles, ses modalités de mise en œuvre ainsi que la formalisation du financement des actions prévues. Ce projet est établi à partir d'un diagnostic partagé tenant compte de l'ensemble des problématiques du territoire. Donc le diagnostic, c'était l'analyse des besoins sociaux et des données dotées justement par la Caisse commune de sécurité sociale, la MSA. Elle a pour objet d'identifier les besoins prioritaires sur le territoire. Elle a pour objet de définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre et service, de pérenniser et d'optimiser l'offre existante et de développer une offre nouvelle afin de favoriser un continuum d'intervention sur les territoires. La ville de Mende met en place des actions au niveau local pour répondre à des besoins repérés concernant la jeunesse. C'est la gestion d'un accueil de loisirs sans hébergement pour les 12-17 ans et d'un accueil adolescent. La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Elle ne peut être reconduite que par voie express. Il vous est donc proposé d'approuver le projet de convention tel qu'il vous est présenté en annexe, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Merci Madame Françoise Marché-Brejon. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Madame Jacques. Je voudrais juste poser qu'on m'explique pour le dispositif Enfants Cœur de Lozère. J'aimerais que l'on m'explique la différence avec ce qui existe déjà. Chaque enfant ou adulte a la possibilité de tester plusieurs fois les associations sportives, culturelles ou autres, afin de voir si ces activités conviennent ou non. On se rend vite compte un enfant ou si ça convient ou pas, et c'est gratuit. Les CE1, CE2, c'est-à-dire 7-8 ans, sont trop jeunes pour certains sports. Donc, quel choix? Quelles sont les associations sélectionnées? Est-ce ouvert à toutes les associations? Quelles sont les écoles primaires qui pourront participer? 30 € par trimestre, ces 30 € sont pour toute l'année ou 30 € par trimestre, comme écrit là? Si mes informations seront justes de ce qui nous a été expliqué en conseil d'école, la mairie participerait à hauteur de 70 € par trimestre ou pour l'année, toujours la même question. 100 € par enfant est plus élevé qu'une licence ou une cotisation. Donc, qui reviendra ces 100 €?
Alors, je suis désolé, mais ce que disait Mme Amargé, J'ai pas entendu. vous êtes à côté de la plaque. Là, on est dans la CTG, on n'est pas du tout dans le dispositif des KIC. Hein. Le dispositif des KIC, on va proposer un début d'année. C'est dans ce dossier. Non, mais en fait, ce qu'on est en train de valider, c'est le partenariat financier qui va exister, qui va être renouvelé, puisqu'on avait déjà signé, entre la collectivité, commune et communauté de communes, puisque nous, le Parti social est partagé encore entre les deux collectivités, et la Caisse commune de sécurité sociale. Donc à l'intérieur, il y a des déclinaisons, effectivement, de tous les dispositifs. Mais ça ne cadre pas financièrement, pas du tout, c'est pas du tout le but de la CTG, de cadrer le dispositif des KIC qu'on vient de mettre en place en début d'année scolaire. Mais comme ça Avant de répondre là-dessus, j'aimerais bien qu'il y ait des interventions sur la CTG plutôt qu'un dispositif que la mairie a souhaité, le conseil municipal, la majorité municipale a souhaité mettre en place pour les enfants. Là, je vous rappelle qu'on parle de 2,5 millions d'euros par an. Donc je vous demande si vous avez des demandes de prise de parole sur la CTG ou pas. En tant que salarié de la structure. Donc pas de demande de prise de parole. Moi je vais faire 2 ou 3 compléments. D'abord, pour une nouvelle fois remercier les organismes tels que la Caisse commune de sécurité sociale, mais j'y rajoute avec plaisir aussi la Caisse de mutualité sociale agricole. Pourquoi? Parce qu'ils nous accompagnent depuis longtemps, et particulièrement depuis qu'on a mis en place ces CTG, la première était en 2018 de mémoire. Donc on a quand même des moyens financiers importants pour la petite enfance, pour la jeunesse, pour les seniors qui arrivent au travers de ce dispositif, de ces dispositifs financiers. Et en fait, là, on est dans le cadre d'un contrat donc, avec la Caisse commune de sécurité sociale qui va nous donner des moyens financiers, qui va contrôler effectivement après comment on utilise ces moyens et qui effectivement regarde et aussi insiste sur un certain nombre d'orientations dans le cadre des politiques nationales, des CAF particulièrement. Donc nous allouons un certain nombre de moyens financiers, donc c'est proche de 1,5 million d'euros par an. Donc on ne parle pas de rien. Et on parle d'une somme quand même qui est relativement conséquente au regard notamment du budget du CIS, même s'il y a des opérations qui concernent le budget de la ville, puisque la jeunesse est encore restée à l'île. Ce que je veux dire aussi, c'est que, au-delà des remerciements que je dois au directeur, aux équipes de la Caisse commune de sécurité sociale, c'est des remerciements aussi à Jean-Marie Martinez et au CIS, parce qu'il y a un travail de fond, tu l'as dit Françoise, avec l'analyse des besoins sociaux qui avait été fait en 2016, qui vient d'être refait en 2022, qui nous a permis effectivement d'aller travailler avec la Caisse commune de sécurité sociale pour savoir quels étaient les axes principaux qu'on devait marquer dans ce contrat et quel financement de la part de la Caisse commune de sécurité sociale devait être prioritairement ciblé sur ces actions. Donc je crois qu'il y a les administrateurs du Centre intercommunal d'action sociale qui ont bien œuvré, mais bon, Jean-Marie Martinez a quand même été à la manœuvre. Et Romain Vidal aussi. Il y a un autre élément qui est important parce que, je ne sais plus si vous vous rappelez, mais je vous ai déjà parlé des enjeux financiers par rapport à ces contrats. On était, en 2018-19, on était à 1,1 million à peu près, un peu plus d'1 million, un peu moins de 1,1 million. Et là, on est à un peu plus d'1,4 million. En fait, il y a un travail qui a été lié à la mutualisation, donc avec un travail de cohérence qui a été fait entre le CIS qui portait la petite enfance, qui portait les seniors, qui portait le centre social, et puis le service jeunesse qui était la ville. On a mis de la cohérence dans la mutualisation, mais ça nous permet d'aller chercher plus de financement auprès de la Caisse commune de sécurité sociale. Donc pour moi, je redis que c'est important cette mutualisation, qu'elle permet aussi qu'on aille récupérer plus de moyens financiers du côté de la Caisse commune de sécurité sociale. En tout cas,
On était obligé de réunir ce conseil municipal ce soir avant le 30 novembre, parce que c'était l'exigence de la caisse commune d'avoir délibéré, on fait le conseil communautaire demain. Donc l'exigence de la caisse commune de sécurité sociale, c'était effectivement qu'on ait délibéré avant le 30 novembre, pour pas qu'on perde de temps au 1er janvier et qu'on puisse mobiliser les moyens financiers dès le 1er janvier 2023. Voilà. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc tout le monde est favorable, je vous remercie. Avant de lever la séance, je voulais saluer l'opération qui a été faite ce week-end par l'Office du commerce en partenariat avec la ville et la communauté de communes, donc avec les 2 journées d'enveloppe qui a été bien d'enveloppe dans le cadre du Black Friday et d'enveloppe de chèques cadeau cœur pour la réduction sur des achats faits sur le périmètre de la communauté de communes Cœur de Lozère. Donc une opération qui s'est très bien déroulée. Je remercie ceux qui ont participé. J'ai eu que des retours positifs. Je ne sais pas, Elisabeth, si tu vas dire le mot, mais je crois que les gens, au-delà, et ça leur a permis aussi de redécouvrir un peu de sa version finale la chapelle des pénitents quand même. Il y a un petit joyau qui est une petite beauté dans quelques petites beautés dans cette chapelle des pénitents. Et donc c'était une belle opération. Je voulais vous informer que dimanche à 16h, donc il y a le match de la Coupe du Monde, des 8e de finale de la Coupe du Monde. Donc ça sera la France contre on ne sait pas trop qui, la Pologne, le Mexique ou l'Argentine, puisque pour l'instant on ne pouvait pas trop les qualifier. Et donc on a fait une déclaration en préfecture pour faire une fan zone, comme on avait fait en 2018 à l'espace événement Georges Frêche. Donc au rez-de-chaussée de l'espace événement Georges Frêche, on diffusera le match en direct avec comme partenaire Vincent l'Avenir Foot Lozère, qui nous donnera un coup de main pour organiser cet après-midi devant, j'espère, un bon match de foot, devant une victoire de l'équipe de France et qui nous permettra de faire de la cohésion sociale. Hier soir, on a fait une réunion publique où on a eu tous les voisins du lotissement, du futur lotissement Joséphine Becker, donc avec Nathalie Fraisse. Non, Joséphine Becker. Et Olivier Merveille, il y avait Jean-Luc Parent, donc on a eu, je ne sais pas combien, une trentaine de personnes, des voisins. Donc le lotissement, comme le dirige le bourgade de Joséphine Becker, est situé au Boulaine. Donc ça nous a permis de répondre à tout un tas de questions, de faire quelques réglages par rapport à ces travaux de lotissement qui devaient démarrer sûrement en fin d'hiver. Voilà, on est proche de lancer les marchés maintenant de travaux. Et en même temps, vous informer que la semaine prochaine, les travaux de la zone d'activité économique du Tchaos vont démarrer, puisque le chantier a été donné à Colas, qui a été le meilleur, le mieux disant sur l'appel d'offres. Et donc ces travaux sur 9 hectares vont démarrer la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une bonne soirée. Ah, pardon. Ah oui, il y a des questions, pardon, de Madame hier sur l'éclairage public. Donc, afin de participer à une démarche économique et environnementale, la ville de Mende procède depuis quelques années à l'extinction de l'éclairage public durant la nuit sur plusieurs zones. Donc, c'est depuis 2017. Et c'est pas plusieurs zones, c'est toute la ville et village, à l'exception des axes structurants et du centre-ville. Une carte du réseau de l'éclairage public de la commune est à disposition. Alors oui, les données sont à jour sur le site internet. Par ailleurs, serait-il possible au niveau de certains quartiers de laisser un service minimum d'éclairage afin de sécuriser ces zones à la tombée de la nuit? Alors, je vous rassure, à la tombée de la nuit, tout est éclairé. Hein. Pas les casernes. Les casernes de la mode, non. Les casernes de la mode. Les casernes de je sais qu'il y a un défaut sur le montage, mais normalement tout est éclairé.
Et après, le choix qui avait été fait à l'époque, hein, et que je maintiens, c'est de dire qu'on met tout le monde en équité et tout le monde au même niveau. Donc, il n'y a que les axes structurants de centre-ville qui restent allumés. S'il vous plaît, puisqu'on parle d'éclairage public, moi je remarquais qu'avec les LED, c'est très bien pour faire des économies d'énergie, mais par contre, la puissance d'éclairage est quand même moindre que celle qu'on avait avant. Est-ce que sur les passages piétons, on ne pourrait pas l'ordonner? Je trouve qu'il y a des passages piétons qui sont très sombres, et ça va sur la sécurité des piétons. Alors, on va changer l'éclairage, on est en train de changer, on doit être en 1700 aujourd'hui, donc il nous en reste 1400, 1500. L'empire va changer, on va changer toute la ville. On a passé le marché pour ça. On s'aperçoit qu'à l'expérience, comparant au mois de novembre 2021 et au mois de novembre 2022, on baisse grosso modo la consommation électrique. Je ne parle pas de prix, parce que le prix c'est autre chose. La consommation électrique, elle baisse au moins de 70%. Donc c'est quand même un vrai geste, je ne parle pas de finance, mais c'est quand même un vrai geste d'économie d'énergie. Et après, ben, sur chacune des axes, des rues ou des avenues pour lesquelles on a changé ces éclairages publics, ben, on a mis au moins une puissance équivalente avec moins de consommation parce que moins de puissance en watts installés, mais on a mis normalement ce qu'il fallait. Il y a même des endroits où ça éclaire mieux qu'à d'autres. Si on fait la réflexion du passage piéton qui est devant le lycée technique, sincèrement, un jeune qui va là bien noir. Mais là, il y a tout l'éclairage. On a un éclairage côté lycée technique et on a un éclairage côté sur la côte. C'était des oliviers. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne soirée.